Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce dernier webinaire de notre série exclusive de 13 webinaires intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Christophe Barman que nous accueillons. Bonjour Christophe, merci d'être. Bonjour à tous. Je devrais peut-être dire bonsoir vu qu'il est déjà 16h30. Alors Christophe, tu es l'un des cofondateurs de Loico que tu diriges depuis sa création, même si tu as enlevé ton titre CEO. En parallèle, tu t'engages pour la promotion de l'entrepreneuriat durable ainsi que la formation en management participatif et en gestion des risques. Alors, Loico, c'est une entreprise qui offre des services experts de conseil, des assurances, ressources humaines, comptabilité, fiscalité et gestion des risques. Et vous appuyez sur des spécialistes brevetés et sur une solution informatique innovante. Vous êtes composé d'une centaine de collaborateurs répartis sur 4 sites en Suisse. Avec ça m'a marqué quand j'ai fait une petite recherche sur Loico, avec 73% du capital détenu par les collaborateurs Loico. Et vous avez lancé la Loicocratie en 2018, si je ne me trompe pas. C'est juste, oui, tout à fait. Et alors, les raisons que tu as évoquées, je vais te citer sur ces raisons-là, et puis tu pourras les étayer pendant les questions. C'est qu'avec la croissance, pour vous, il devenait difficile de maintenir une structure hiérarchique très plate, que vous aviez souhaité depuis le début. Et du coup, les effets sur le plaisir et l'engagement de ceux que vous appelez les Loicomates, donc les collaborateurs Loico, avaient fait leurs preuves. L'objectif de votre nouveau modèle d'organisation est de garantir la participation et la coordination sans intégrer pour autant de strates hiérarchiques que vous jugez destructif pour l'esprit intrapreneurial. J'aime bien cette expression, intrapreneur. Ouais, bon, c'est vrai que vous créez une start-up. Au début, vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 et finalement, tout le monde a le pouvoir puisqu'il suffit d'aller parler au CEO s'il y en a un et puis on peut mettre en place ses idées. Tout le monde a l'information aussi puisque tous discutent autour d'une table. Puis malheureusement, avec l'évolution et pour des besoins de coordination, bah, on crée des équipes avec des chefs d'équipe. Et du coup, mécaniquement, en fait, on éloigne les gens et du pouvoir et du savoir, ce qui fait qu'on passe assez mécaniquement aussi d'intrapreneurs ou d'entrepreneurs à des collaborateurs, voire pire, on le dit peu en Suisse, vous le dites beaucoup en France, mais des salariés, ce qui est un terme que je déteste personnellement. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que quand on a vu ces mécanismes agir lorsqu'on a passé à 30, 40, 50 collaborateurs, on s'est dit que on voulait pas de ça chez nous, on voulait redonner le pouvoir et le savoir aux gens, et donc du coup on a supprimé la hiérarchie. C'était en mai 2018 formellement. Ouais. Super, merci. Alors, je vais te poser quelques questions qu'on a préparées, puis ensuite je passerai aux questions-réponses des participants. Première question assez générale sur le contexte. Quel est l'impact du Covid-19 sur votre activité et plus spécifiquement au niveau des Loicomates? Est-ce qu'il y en a que vous avez mis en télétravail? Est-ce qu'il y en a qui continuent à travailler dans les locaux? Est-ce qu'il y en a que vous avez dû mettre dans un dispositif type chômage partiel? Ouais, bon, enfin, moi, je traite ça avec beaucoup d'humilité parce que finalement, nous, dans notre métier, du fait que notre métier fait de service aux entreprises, comme vous l'avez dit, on a ce qu'on appelle un one-stop shop en bon français pour tout ce qui est fonction de support d'organisation et on fonctionne sur base d'abonnement. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas de baisse de chiffre d'affaires liée à cette crise, tout au plus une baisse de développement commercial puisque la période est peut-être un peu moins propice que d'habitude pour faire des affaires. Quoique, du fait qu'on a souhaité, enfin, notre stratégie a été de passer à une communication, enfin, une structure de communication marketing complètement online. On a intensifié le travail sur les réseaux sociaux et finalement, on a un flux d'affaires qui n'a pas tellement baissé, voire dans certains domaines même augmenté. Donc, c'est pour ça que je parle de la crise avec des guillemets et beaucoup d'humilité, parce que si votre chiffre d'affaires n'est pas touché, c'est évident que la crise est très différente. Donc, j'ai des amis entrepreneurs qui, eux, ont perdu 50, 60, 70% de leur chiffre d'affaires. Et là, on peut parler pour eux de vraie crise. Alors, chez nous, on est à la maison depuis le 16 mars, donc on a 100% de nos 100 collaborateurs qui sont à la maison depuis le 16 mars. On a pris les premières mesures le 25 février lorsque le premier cas de coronavirus était détecté chez nous en Suisse, dans la région du Tessin, donc au sud-est de la Suisse. Et on a quelques collaborateurs qui viennent dans nos 4 bureaux de temps en temps pour prendre et scanner du courrier
tout le reste étant traité de manière digitale. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de, voilà, pas de problème opérationnel majeur. On n'a personne en RHT puisque le chiffre d'affaires n'est pas touché. Donc et puis puisqu'on travaille plus qu'avant, honnêtement. Bon, on travaille plus qu'avant parce que nos clients ont plus de questions qu'avant, parce que la situation est stressante pour tout le monde. Et donc, vous pouvez imaginer qu'au niveau de tout ce qui est comptabilité, fiscalité, gestion des salaires, avec le chômage partiel, puisque la Suisse a mis en place des mesures assez efficaces de chômage partiel qui a fait qu'en quelques jours, des milliers de collaborateurs sont payés par le chômage avec de l'argent qui arrivait après 10, 15 ou 20 jours. Hein, donc, c'était vraiment assez efficace. Mais du coup, ça intégrait plein de questions au niveau du traitement des salaires, de comment est-ce qu'on fait ces demandes et tout ça. Donc, nos gens ont plutôt été plus occupés que d'habitude. Et ce que me disent souvent mes collègues, c'est que, et ce qui est assez particulier avec le télétravail ou le full télétravail, hein, puisque les gens avaient l'habitude d'en faire déjà, mais maintenant c'est du 100%, c'est qu'on travaille plus qu'avant simplement parce que il n'y a pas de transition, quoi. Vous avez une séance enfin moi en tout cas je commence mes séances à 7 heures du matin, vous avez une séance à 7 heures, elle finit à 7h59, à 8 heures il y a la suivante, il n'y a pas de café de transition ou de déplacement de transition, donc pour passer d'un bureau à l'autre ou pour passer d'un lieu à l'autre. Donc, en fait, vous êtes 10 fois plus efficace, ce qui peut avoir évidemment un impact sur la santé à terme. Donc, c'est ça qu'on monitor actuellement. Et c'est ça pour moi qui est le plus important aujourd'hui, c'est de suivre l'état de santé des collaborateurs, puis que notre équipe talent, parce qu'une équipe leucocratique s'occupe de ça, apporte des bonnes réponses. On a fait une enquête la semaine dernière sur l'état des collaborateurs en confinement. On a eu 90% de répondants, donc environ 90 répondants sur 100. Et puis, on a quand même 40% des collaborateurs qui nous disent avoir des problèmes physiques, donc de dos, de maux de tête, ce qui pour moi était assez choquant, je dois dire. Je ne m'attendais évidemment pas du tout, enfin, pas du tout, si je m'attendais à ce qu'il y en ait un petit peu, mais c'est vrai que l'ampleur est importante. Il y en a 20% des collaborateurs qui se disent plutôt touchés moralement par le confinement, même si en Suisse, on a eu ce qu'on appelle un semi-confinement, hein, donc on n'a jamais forcé les gens de rester à la maison. On a simplement réduit, limité évidemment le nombre les rassemblements à 5 personnes, et évidemment fermer tout ce qui était entreprise ouverte vers l'extérieur, donc les restaurants et tout ça, mais il n'y a pas eu de fermeture des entreprises non ouvertes à l'extérieur et il n'y a pas eu d'obligation pour les gens de rester chez eux. Donc, ça a été un confinement moins violent qu'en France. Mais malgré ça, c'est vrai qu'on a des gens qui souffrent. Et pour nous, aujourd'hui, c'est ce travail-là qui commence et surtout dans cette phase de déconfinement qu'on va aborder, on va devoir faire beaucoup d'accompagnement humain. Et alors justement sur ce côté humain, quand vous avez appris le premier cas en Suisse le 25 février et puis jusqu'au 16 mars où vous avez mis tout le monde en télétravail, quelles ont été tes premières réactions? Comment ça s'est organisé pour gérer? Est-ce qu'il y a eu une cellule de crise? Est-ce que c'est l'équivalent de votre syndicat qui a décidé ou comment vous avez mis en place en fait ces dispositifs rapidement? Ouais, j'avais juste envie de vous montrer finalement la présentation qu'on a fait à nos collaborateurs du dispositif de crise, juste en 2 slides, que vous ayez un petit peu une idée de ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Oui, on voit parfaitement. Parfait. On a mis en place un dispositif en fonction de l'évolution de la situation au niveau fédéral, hein. Donc en bas, vous avez ce qui s'est passé au niveau de la Suisse, puis en haut, ce qu'on a fait chez nous. Et là, vous avez différentes étapes. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous voyez, ce 25 février, qui a été le déclenchement et l'activation de la cellule de crise. C'est la première chose. Moi, dans mon rôle, j'ai un rôle leucocratique, ce qu'on appelle leucocratique, et on peut l'appeler holacratique, mais de gestionnaire de crise. Donc, c'était mon rôle de rassembler et de monter une cellule de crise. Et j'ai simplement mis dans cette cellule les rôles leucocratiques qui me semblaient le plus logique, c'est-à-dire le rôle d'infrastructure IT, le rôle de logistique, le rôle de talent qui s'occupe des RH, si vous voulez. Et puis, cette cellule a évolué avec le temps. Et c'est vrai que ça a été très vite parce que finalement, entre le 25 février, on a le premier cas détecté et on a tout de suite, vous le voyez ici, demandé aux gens de recenser les dispositifs qu'ils avaient chez eux en termes de système informatique, de bande passante Internet, de double écran, etc. Et le 11 mars, on est passé dans la phase 2 de la crise, c'est-à-dire que là, on a forcé, l'équipe de crise a édicté le fait qu'on fermait les bureaux et donc il fallait maintenant rester à la maison. On a communiqué le 20 mars
qu'on était 99% opérationnel en remote. Donc ça, on a communiqué évidemment aux clients. On a fait 2 coms aux clients, la phase 1 et la phase 2. Donc, vous voyez comment on a structuré un petit peu ça. On est passé en phase 3 le 26 mars, qui est essentiellement d'intégrer à notre cellule de crise les finances pour pouvoir commencer à réfléchir aux problématiques financières qu'on a justement maintenant avec le recul relativement peu vécu. Puis maintenant, on a attaqué depuis le 11 mai la phase, on attaque au 11 mai la phase de déconfinement, puisque le 11 mai correspond à l'ouverture des écoles en Suisse, en tous les cas. Et donc là, on va en même temps que les écoles ouvrent, on va permettre aux gens de revenir au travail, en sachant que le but, c'est que les gens restent à la maison un maximum. Donc on veut que l'équipe de crise et l'équipe talent qui a travaillé sur le plan de déconfinement souhaitent que les gens restent un maximum en télétravail, mais que les gens qui sont touchés moralement et touchés physiquement puissent revenir au travail dans des bonnes conditions à partir du 11 mai. Donc ça sera à la volonté de chacun, et nos rôles talents vont suivre particulièrement les gens qui se sont dit moralement et physiquement touchés par le confinement. Voilà, on a forcément une équipe de crise qui a été mise en place avec les différents rôles support, puisque il y a des humains derrière chaque crise. Et puis, en phase 3, on a rajouté Véronique pour la partie finance. Voilà, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on a communiqué, qu'est-ce qu'on a mis en place sur ces différentes étapes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que même à P3, donc en phase 3, on n'a pas de changement lié à l'autorité, puisque dans nos constitutions, on dit que le conseil d'administration, potentiellement en cas de crise majeure, peut prendre les rênes. Hein. Ça n'a pas été le cas. Donc, nous on n'a pas du tout déclenché un plan de crise au niveau du board du conseil d'administration, ce qui fait que les autorités sont restées celles des rôles leucocratiques depuis le début de cette crise et encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a pu communiquer sur les opérations, sur le fait que voilà, tout le monde travaillait. La planification à annoncer, ça c'est quand même une dimension qui était très importante pour nous, que d'abord on s'occupe de la santé des gens, puis ensuite on faisait en sorte que nos clients puissent nous atteindre dans les bonnes conditions. On a fait des enquêtes clients qui ont montré qu'il n'y avait pas d'impact non plus. Et puis, une chose très importante, on est dans une logique d'intelligence collective et on veut que chacun se gère. On voulait aussi que les gens se rendent compte que leurs heures avaient une valeur et que si il y avait une baisse d'activité, assez vite qu'ils le disent au rôle notamment talent de leur équipe, pour potentiellement déclencher des RHT, pas que finalement il y ait des gens qui aient une baisse d'activité et puis que cette baisse d'activité potentiellement ait un impact sur notre chiffre d'affaires, qu'on ne s'en rende pas compte parce que tout le monde se gère chez nous. Et donc ça, c'est le propre des organisations je dirais agiles ou lacratiques. Et donc on voulait sensibiliser sur le fait que s'il y avait une vraie baisse d'activité, que les gens soient proactifs pour qu'on puisse, le cas échéant, déclencher des demandes de chômage partiel ou de RHT, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, finalement. Voilà, juste pour ces quelques infos liées au Merci. déclenchement du plan de crise chez nous. Et puis, je pourrais mettre à disposition ce PowerPoint, mais ce qui vraiment moi m'a marqué, c'est l'impact sur les gens. Alors, il y a l'évolution sur le télétravail, donc ça montre que les gens veulent faire du télétravail. Il n'y a que 14 collaborateurs sur 86 qui ont répondu, qui disent qu'ils ne veulent pas faire de télétravail à l'avenir quand on rentrera définitivement au bureau, donc c'est plutôt positif. On va continuer à maximiser le télétravail chez nous. Par contre, on va devoir mettre en place des conditions qui sont meilleures. Alors globalement, c'était pas mal, mais quand on pose la question aux gens de ce qu'ils veulent en plus pour pouvoir bien travailler à la maison, ils disent qu'il leur faut des écrans, des casques, etc. Donc ça, c'est l'équipe logistique qui gère ça aujourd'hui. Et c'était très intéressant pour nous, parce que ça permet aussi d'avoir une bonne vision de comment on veut être en télétravail à l'avenir, avec des éléments qui sont très concrets, des éléments qui sont un petit peu forcés par la crise. Donc, on n'aurait pas pu, au-delà de cette crise, avoir 100% des gens en télétravail, se rendre compte finalement de ce qu'il fallait pour un télétravail le plus efficient possible. Voilà. Puis juste une chose, je ne vais pas plus dans les détails, mais j'ai cité avant les éléments qui pour moi m'ont plus marqué, que j'ai pas remis là, mais qui sont les éléments de blessures et morales et physiques liés à ça. Et donc moi, j'en joins tous les entrepreneurs qui nous entendent et qui
qui sont des entreprises agiles et qui pensent 100% digital, à faire très attention à l'humain, à comment est-ce que les gens ont vécu cette crise. Et notamment, l'autre jour, j'étais en conférence avec quelqu'un qui suit un service social d'entreprise qui disait que les demandes avaient explosé, que les couples qui s'entendaient déjà pas s'entendent encore moins, que les enfants à la maison, c'est catastrophique quand on doit travailler, et que franchement, les gens qui ont vécu ces 2 mois en mauvaises conditions sortent pour certains pas très bien et qu'il va falloir en tant qu'entreprise s'en occuper. Voilà. Merci Christophe. Alors cette cellule de crise, du coup, comment vous l'avez organisée au sein de l'OICO? Est-ce que vous en avez fait un cercle ou est-ce que c'est toi qui as lancé Ouais, l'initiative? Vous c'est une avez tenu une équipe. Enfin, moi, réunion? j'ai créé un cercle. Et vous avez Mmh. vu les 8 rôles attribués de ce cercle tout à l'heure avec les détenteurs du rôle finalement. Et puis ce cercle, je l'ai fait évoluer petit à petit en phase 3. Il y a 25 personnes dans ce cercle on a également intégré les porteurs de rôle chez nous, planification et talent. Planification, c'est ceux qui s'occupent d'organiser le travail. Donc voilà, on a un cercle assez élargi puisqu'on a un quart des collaborateurs de l'OICO qui sont dans ce cercle de gestion de crise. Le but étant de pouvoir communiquer un maximum les problématiques vécues sur le terrain. Pareil, on a ouvert une équipe dans Teams. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Teams, mais c'est le Slack Oui. de Microsoft. Mmh. Et on a ouvert une équipe dédiée au coronavirus dans laquelle les gens ont pu partager toutes les infos qui venaient des clients, toutes les bonnes pratiques qui venaient également de contacts, de partenaires, pour qu'on puisse partager ces bonnes pratiques à l'interne, mais également auprès de nos clients. Voilà un petit peu les mesures mises en place en termes organisationnels. Super, effectivement, un quart des collaborateurs, ça fait une jolie Équipe de gestion de crise, crise. ouais. Ouais, une jolie équipe. Et justement, sur le télétravail, donc, tu disais qu'il y avait certains collaborateurs qui avaient du mal, notamment moralement. J'imagine qu'ils n'ont pas aussi tous le même environnement de travail et pas que question matérielle. Pour le coup, quand on est dans un petit appartement, soit tout seul, soit avec des enfants en bas âge, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place en termes de management pour les soutenir là-dedans et puis garder la motivation? Mhm. Alors bon, là, on n'a pas. Ce qui est intéressant, c'est que avec nos équipes auto-organisées qui ont déjà l'habitude de beaucoup mener de projets de manière agile et puis de communiquer beaucoup sur nos outils de collaboration, enfin collaboratif de type Teams. J'ai pas, au niveau opérationnel, en tout cas, les contacts ont été maintenus. Maintenant, et ce qu'on a fait un petit peu sur le tard, donc c'est clair, c'est une chose qu'on fera mieux la prochaine fois. Si on revit une crise de ce type-là, c'est de plus rapidement en fait questionner les gens sur leur état de santé physique ou psychique. Et là, on a une autre équipe talent qui, alors avant qu'on fasse cette enquête même, a pris contact avec certains collaborateurs, a essayé de sentir le pouls régulièrement. Mais certainement que si on avait fait une prise de pouls plus systématique tout de suite, peut-être on aurait pris des mesures plus rapidement, quoi. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petites campagnes de communication interne sur les bonnes pratiques en termes d'ergonomie. On a organisé des apéros virtuels, enfin des apéros, des cafés virtuels plutôt, c'est en journée, le matin et l'après-midi. Donc, se connecter qui voulait sur Zoom. On a choisi Zoom plutôt que Skype qui était un petit peu plus fluide. Skype a été un poil saturé à un moment donné. Donc voilà, c'est des pratiques pour essayer de maximiser les échanges entre les personnes, mais en fait, on s'est rendu compte que les équipes avaient déjà beaucoup l'habitude d'échanger, donc il n'y avait pas d'éloignement, en tout cas de son équipe qui était perçu. C'était plus le fait d'être hyper concentré sur le travail et d'avoir peu évidemment de contacts sociaux qui touchaient les gens, quoi. Oui, parce que pour le coup, le contact social, il n'est pas acquis. Il faut le créer et c'est l'informel, il faut provoquer. Donc, c'est pas Il n'est évident. pas acquis, il reste malgré tout digital et Mm. puis aussi, je pense qu'il faut lui donner un espace pour que les gens puissent parler d'eux-mêmes. Et puis dire ce qu'ils ont sur le cœur, dire comment ils se sentent, puis ce qui est compliqué dans des séances d'équipe qui se veulent soit opérationnelles, soit festives. Donc il faut privilégier le one-to-one de temps en temps. Ça dépend de votre organisation, soit si c'est une organisation traditionnelle, c'est votre chef, soit dans d'autres organisations, ça peut être des coachs. Mais il faut à tout prix que ces gens qui en ont la responsabilité prennent contact, prennent une demi-heure avec chaque membre de son équipe par voie digitale dans un premier temps, puis après, lors de retour au travail, prendre une demi-heure, s'asseoir avec la personne pour un petit peu sentir comment elle va, l'aider à trouver des solutions, être ce catalyseur, ce bienveillant qui aide la personne à trouver des solutions pour sa propre situation. C'est vrai que le télétravail a tendance, et on le dit, à gommer évidemment la frontière qui est de moins en moins existante, mais entre la vie professionnelle et la vie privée.
Et puis, il y a certains se l'ont pris vraiment en plein dans la figure. Et c'est vrai que les disparités sociales, disparités de vie familiale sont beaucoup plus fortes, évidemment, ou bien, enfin, sont mis en avant dans cette période où les gens sont à la maison, quoi. Quand on est au bureau, ben voilà, on a tous le même bureau et puis on a un moment dans la journée en tout cas où la vie familiale est moins présente et où le fait qu'on ait un petit appart ou un grand appart a pas d'importance. Et là, tout ça a du coup pris une énorme importance. Et c'est vrai que ce que j'ai pu voir en discutant dans les cercles, notamment entrepreneuriaux, c'est qu'il y avait dans certaines entreprises ou près de certains entrepreneurs une espèce de, je sais pas, une méconnaissance, mais un espèce d'enthousiasme, optimisme BA, quoi, mais qui est juste lié à malheureusement, selon moi, il y avait une corrélation avec le statut social, quoi. C'est clair que si vous êtes dans une boîte, que vous êtes patron de votre boîte, et puis que vous avez une bonne situation financière, peut-être que vous avez vu la crise relativement différemment de quelqu'un qui est dans un studio avec 2 enfants, et puis qui, lui, forcément, ou elle, va avoir des conditions de télétravail qui n'auront rien à voir. Et donc, l'entrepreneur, s'il s'écoute que lui-même, il aura tendance à se dire, ah, ces 2 mois, c'était génial. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter les gens, être avec, mettre beaucoup d'empathie et tout faire en sorte de pouvoir trouver des solutions avec eux, avec un coaching de proximité qui se renforce dans ces périodes-là. Ouais, je pense qu'il faut effectivement accompagner les gens et faire preuve d'un peu d'empathie pour voir où ils en sont et les aider là où ils en sont. On peut comprendre toutes les situations Bien à sûr. condition de les écouter. Et tout à l'heure, dans un de tes slides, tu avais quelque chose autour de chaque heure compte. C'est de l'argent. Il y avait une petite image d'argent. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont du coup manifestés et qui ont osé dire voilà, moi, je peux moins travailler. Du coup, ça fait, je vais travailler 50%. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, du coup, Non, il qui n'y en a se pas, sont… il y en a pas eu, mais finalement, parce que moi, quand on a fait ces slides, on était en début de crise. Donc, en fait, on n'avait aucune idée finalement de l'impact sur nos opérations de cette crise. Est-ce que les clients, qui pour certains devaient fermer, alors bon, la Suisse, je crois, a un haut taux, je crois qu'il y a eu 70 à 75%, en tout cas 75% de l'activité économique qui a été maintenue en Suisse pendant la crise du coronavirus. Donc, et nous, au bord de l'arc lémanique, on est beaucoup sur l'entreprise de services. Bref, donc nos clients ont continué à avoir une activité, pour certaines activités assez forte. Et finalement, ce qu'on pensait, on pensait peut-être qu'il y avoir une diminution, mais ça c'est pas venu. Donc, ça nous a pas étonné finalement que les gens viennent pas nous voir en nous disant ah écoute, moi j'ai beaucoup moins de travail, parce que ça n'a vraiment pas été le cas. Et les rôles planification dans les équipes ont souvent posé la question, et dans les séances d'équipe, ils ont bien vu que ce n'était pas le cas. Donc, et nous, le but était en aucun cas de profiter du système fédéral pour aller chercher des RHT alors que notre chiffre d'affaires n'était pas touché, quoi. Alors, vraiment en aucun cas, mais en aucun cas. donc, Oui, donc non. voilà, c'est que même s'il y avait eu peut-être une baisse, on se serait encore posé la question si ça valait la peine de demander des indemnités chômage, alors que finalement, il y en a d'autres qui ont bien plus besoin de ça que nous, puisque leur chiffre d'affaires, eux, est touché. Ouais, c'est sûr. Mais s'il y avait 75 d'activités, Ouais, 175% il y a entre d'activités en 75 Suisse, et ça fait… 80% en Ouais. Suisse d'activité économique maintenue, hein, donc c'est clair que on a beaucoup évidemment de restaurants, on a beaucoup de boucheries, on a beaucoup de boulangeries, mais sur le PIB suisse, qui est beaucoup fait évidemment de services, de banques, de finances et de trading, c'est clair que voilà, ça pèse peut-être pas autant que dans d'autres pays. Donc je pense qu'on est là un petit peu privilégié aussi. De Mm. nouveau, là, je dis avec beaucoup d'humilité, mais par rapport à certains secteurs ou peut-être certaines zones géographiques différentes. Ouais, en France, en tout cas, je pense que c'est le message qui n'a pas été compris lié au confinement à partir du 17 mars qui fait que tout le monde a arrêté l'activité alors qu'on aurait pu la continuer. Mais du coup, c'est bien si vous avez pu continuer en tout cas votre activité. Est-ce qu'il y a des enseignements du coup que tu tires de cette situation, des apprentissages pour l'EICO? Oui, c'est qu'il faut continuer à investir dans le système agile. C'est que le système agile, il marche bien en temps de paix ou en temps de beau temps, et il marche super bien en temps de mauvais temps. Donc, voilà, donc nous, on va continuer à travailler là-dessus. Il y a tout un travail qu'on fait aujourd'hui puis qu'on veut intensifier, et la crise nous a montré sur l'accompagnement des gens pour mieux porter leur rôle, mieux porter leur autorité.
Il y a toute la question du coaching des collaborateurs qu'on a intensifié encore, parce qu'on a vu là, je l'ai suffisamment dit qu'il y avait des pratiques qui se posaient de suivi. Mais voilà, je pense que si une crise de ce type-là, enfin si on voulait mieux se préparer pour une crise de ce type-là, c'est dans l'accompagnement des gens. Et puis c'est surtout dans la prise de pouls. Je pense qu'on était concentré à un moment donné sur le fonctionnement de nos opérations au début, et puis pas suffisamment rapidement, on a pris le pouls auprès de nos collègues. En plus, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de le faire hyper rapidement, quoi, des outils de polling, de survey sur Teams ou sur Poly ou sur ce que vous voulez. Donc, vous pouvez le faire en temps réel, et l'enquête est mise en place en un quart d'heure. Donc, voilà, on n'a pas de raison de ne pas le faire et de ne pas le faire très rapidement. Donc voilà ce que je garderais finalement de cette crise. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en prenant peut-être je dirais une vue un peu plus macro de cette crise, c'est le retour à certaines valeurs. Bon, moi, et Loïco, on est hyper ancré dans la durabilité. On est membre de la communauté Bicorp que vous connaissez certainement. Et en fait, on pense que chaque entreprise a un impact pour essayer de rendre notre monde un petit peu meilleur. Et j'espère qu'on sortira de cette crise meilleure dans notre vision de la consommation. J'ai aussi une autre casquette de président de la fédération des remonte des consommateurs, hein, donc la fédération qui rassemble tous les consommateurs de la Suisse francophone. Et en ce sens-là, on communique beaucoup sur des messages de durabilité, de circuits courts, de consommer localement. Et on a vu en Suisse une explosion de la consommation locale pendant cette crise. On a vu beaucoup de solidarité entre les entrepreneurs aussi. Donc beaucoup de belles choses finalement qui nous laissent penser que le capitalisme débile qu'on a mis en place ces 60 dernières années, peut-être il va changer grâce à ce qu'on est en train de vivre là. Bon, après, il y a évidemment des gros blocages encore, puisque je vois sur notre Parlement qui s'est réuni pour la première fois en début de semaine, qui a accordé l'aide à l'aviation sans garantie climatique, notamment ce qui était demandé par toute une partie des partis politiques. Donc on n'a pas encore gagné, mais malgré tout, je pense que cette crise nous a permis de voir que un autre fonctionnement était possible. C'est possible de vivre en consommant moins, c'est possible de vivre en s'entraidant plutôt qu'en se tirant dans les pattes, c'est possible de collaborer avec des concurrents, c'est possible de co-créer un monde meilleur. Et ça, je pense qu'on l'a vu avec cette crise. Oui, je pense qu'effectivement, ça va changer nos modes de consommation et puis de conception aussi de la vie, de ce qu'on achète et de notre style de vie aussi. Il nous reste une dizaine d'années pour sauver le monde, donc il est temps qu'effectivement qu'on se rende compte de certaines choses. C'est bien. Heureusement qu'il va y avoir de plus en plus de crises de ce type-là pour nous le rappeler. J'aurais une question justement après sur les autres crises qui potentiellement peuvent arriver. Avant, j'aimerais revenir sur la leucocratie du coup, que vous pratiquez donc, depuis mai 2018. En quoi tu penses que ça a aidé dans cette crise? Quels sont les éléments? Est-ce que tu as des anecdotes, des choses qui t'ont montré que voilà, ça vous a permis de mieux traverser la crise que d'autres entreprises? Ouais, peut-être que ce que je vous propose, c'est juste vous dire en 3 minutes la particularité un petit peu de notre système. Donc là, vous voyez notre structure. Donc nous, on a choisi l'outil PeerDom pour formaliser notre structure organisationnelle. Et puis, on a un cercle qui s'appelle en Ocratie le cercle d'ancrage, que nous on appelle le cercle support, qui est ce cercle principal ici, puis un cercle dit opération. Et la particularité du modèle Loïco, c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas d'ailleurs une holacratie, on s'appelle une loïcocratie, on a des divergences avec le modèle holacratique traditionnel, c'est que notamment dans chacune des équipes opérations, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits cercles, enfin des petits ronds de couleurs. Et donc ça, c'est des rôles qu'on appelle des rôles support qui sont standards dans chacune des équipes opérations. On a un rôle développement durable, un rôle logistique, un rôle talent, notamment qui s'occupe des RH. Et en fait, tous ces rôles dits support ou obligatoires ou transversaux, en fait, se retrouvent dans les rôles support qu'on a ici. Donc, c'est vrai que si je suis porteur du rôle talent au sein de notre équipe ici, qui est l'équipe assurance, voilà, je suis dans l'équipe assurance, je suis porteur du rôle talent qui est ici. Vous voyez, donc là, on a 3 détenteurs de ce rôle talent. Et ben, je vais également me rencontrer, avoir des séances au sein du cercle talent. On retrouve les mêmes détenteurs ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir déjà une coordination
voilà, d'avoir la même façon, par exemple, de faire des engagements ou d'envisager le recrutement ou d'envisager notamment le soutien aux collaborateurs en détresse, en phase de crise, au sein de tous nos cercles opérationnels. Et en fait, ce qui a très très bien marché dans cette phase de crise, c'est que ces différents rôles transversaux, donc talent notamment, il y a logistique qui a beaucoup été impliqué, vous pouvez imaginer, planification, eh bien, se sont vus et puis ont pris des décisions qui ont tout de suite été impactées dans les équipes par les porteurs de rôle dans chacune des équipes. Et ça, très très rapidement, ça nous a permis d'adapter notre organisation à la crise qui arrivait, tant en termes de fonctionnement de l'infrastructure IT en mode télétravail, que de l'organisation du travail pour la planification, notamment la planification après une journée, on avait un tableau assez détaillé, je crois que d'ailleurs qui figure ici dans ma présentation d'avant, qui est là. Voilà, on avait ce tableau-là qui nous disait, ben voilà, au sein de nos différentes équipes opérations, on a tant d'effectifs, on a tant de malades, tant de personnes au bureau, tant de personnes qui sont en remote et sans enfants, tant de personnes qui sont en remote avec une garde tant de personnes qui sont en remote avec une garde partielle, et ça, évidemment, c'était les points de contrôle pour nous, hein, puisque 19 personnes qui n'ont pas de garde totale des enfants, bah, ça fait que forcément, ils vivaient des moments pas faciles en termes d'organisation à la maison. Et puis même une personne qui était en remote et sans solution de garde du tout, quoi. Voilà, donc, et ça, c'est l'équipe planification qui, de son fait, s'est dit, bah, c'est ce que l'on doit faire aujourd'hui, qui l'a fait. Et puis après quelques heures, on avait ça à disposition. Donc pour moi, si je dois citer un exemple de ce qui a bien fonctionné dans cette crise, c'est ces rôles support bah, qui ont su, parce qu'ils sont plus près des équipes, bah, prendre très rapidement des mesures organisationnelles pour que le ECO puisse faire face à la crise. Voilà. Merci pour cette explication de votre organisation. C'est bien aussi de le voir de façon visuelle. On voit qu'il y a pas mal de cercles, pas mal d'activités. Oui, il se passe Euh, des trucs, ouais. Heureusement, faut bien oui, sûr. bah, heureusement. T'as quand même 15 millions de chiffre d'affaires si on faisait rien, quoi. Ça serait du vol pour nos clients, quoi. Oui, bah, c'est sûr. Du coup, j'ai une dernière question des questions préparées, et puis après, je laisserai le champ aux participants de poser leurs questions. Justement, sur le fait qu'il y ait de la multicrise potentielle, hein. On a une crise qui est encore en cours. Après, voilà, ça dépend des entreprises. Tout le monde n'est pas au même stade. Mais en tout cas, il y en aura potentiellement d'autres. Est-ce que toi, tu es de cet avis qu'il y en aura d'autres? Et comment est-ce que tu envisages d'aller plus loin dans la transformation de l'OICO, de la leucocratie, pour faire face au mieux aux turbulences à venir? Ah oui, moi je suis persuadé que les crises vont s'intensifier. Alors ces crises, elles vont être de plusieurs ordres, hein. Il y a les crises qui vont être liées au climat. On dit d'ailleurs que le coronavirus est une crise qui est liée au climat. On a des crises financières, puisqu'on a beaucoup de bulles actuellement grâce à notre magnifique montage capitaliste qui a éloigné finalement l'économie réelle des plus gros volumes d'échanges qui se font sur les marchés financiers par produits dérivés. Donc c'est clair qu'on va vivre des crises à répétition. La crise coronavirus, elle va durer en tout cas 2 ans dans nos contrées encore, puisque tant qu'on n'a pas un vaccin, on imagine un vaccin à octobre, novembre, décembre. Il va falloir du temps déjà pour que le vaccin puisse être dispensé à la population. Et surtout que je crois en France, vous êtes à 6 ou 7% aujourd'hui de gens, selon une dernière statistique qui est sortie, qui ont eu le virus et qui seraient immunisés. Et en plus, on dit que c'est pas le fait d'avoir eu une fois qui nous immunise, donc en l'occurrence, bon. Donc je vois pas tellement comment les personnes à risque vont pouvoir sortir de ça rapidement, honnêtement. Donc on va la vivre, en tout cas cette crise pendant un bon moment. On va devoir vivre avec la distanciation sociale, on va devoir vivre avec des mesures des entreprises, on va devoir vivre avec des entreprises qui malheureusement vont pas pouvoir retrouver pleine activité économique avant un moment. Donc si vous rajoutez à ça les crises sociales liées à la digitalisation et puis au manque de repères dans le monde du travail, à la perte de sens vécue par beaucoup de collaborateurs parce qu'ils bossent dans des boîtes qui génèrent rien de bon pour le monde. Je peux dire que des crises, on n'est pas prêt d'arrêter d'en vivre. Alors, elles peuvent être plus ou moins fortes. Évidemment, celle qu'on vit là, voilà, on n'a pas vécu de ce type-là depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme ça a été dit et redit, en tout cas dans nos contrées. Maintenant, il y en aura d'autres, peut-être moins fortes, mais en tout cas, moi, je suis persuadé que ça va s'intensifier.
Et pour moi, la seule réponse, évidemment, c'est l'agilité, c'est le fait qu'on ait des organisations dans lesquelles les décisions puissent se prendre rapidement sur le terrain par les gens, et surtout qu'on ait des gens qui soient pleinement engagés. Ça passe par l'autonomisation, ça passe par la confiance, ça passe par le sens donné au travail que l'on fait, soit le sens parce que voilà, on a le choix des projets qu'on mène, on peut choisir la façon qu'on a de travailler, on peut choisir également la vision que l'on a lorsqu'on mène des projets en fonction des projets sur lesquels on est impliqué, ce qui fait qu'on donne du sens à son travail, mais il y a un sens qui est plus profond. C'est le sens de l'équipe, c'est le sens de toute l'organisation. Est-ce que l'organisation génère quelque chose de positif ou finalement je suis juste là pour faire gagner un petit peu d'argent à un actionnaire ou à plusieurs actionnaires que je ne connais pas. Et ça, c'est une chose qui de plus en plus va être insupportable pour les gens. Et les organisations qui sont toujours structurées, notamment sur les marchés ouverts, au niveau capitalistique, auront de plus en plus de mal à avoir des gens qui donnent du sens à ce qu'ils font. Et donc, il n'y aura plus que des mauvais dans ces grosses organisations, puisque les bons iront mener des projets qui font du sens. Donc voilà, donc, enfin, je suis persuadé que cet environnement qu'on décrit comme VUCA va être de plus en plus fort et que ça va aller de plus en plus vite et que face à cette vitesse, face à cette frénésie, on doit essayer de remettre les pieds sur terre, d'essayer de se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important, où est-ce que on doit mettre nos forces aujourd'hui et nos forces doivent être mises sur l'humain et sur le climat. Pour le reste, on verra plus tard. Merci pour ce témoignage. On va passer aux questions des participants. Puis on a un live YouTube en parallèle. Il y a une question sur le rôle talent, rôle ou cercle, je ne sais pas trop, que tu as montré tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'avec la leucocratie, vous avez fait évoluer vos processus RH autour des talents et si oui, lesquels? Oui, alors enfin, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Déjà, au sein de chaque équipe opération, effectivement, on a un rôle talent. Ce rôle talent, lui, dans ses responsabilités, il a le recrutement, il a l'organisation des formations, la fixation des salaires notamment. Et donc, déjà, il y a eu une évolution parce qu'avant, on avait un responsable RH qui faisait tout ça, puis maintenant, ça a été complètement splitté dans les équipes. Donc, si vous prenez ces rôles de couleur obligatoires qu'on a dans chacune des équipes, en fait, au niveau décisionnel, c'est un petit peu la dissection des rôles d'un chef traditionnel, quoi. Donc, si vous prenez un chef traditionnel, en général, il tient ces 10 rôles-là au niveau décisionnel dans ses mains. Et là, on a pris les rôles du chef traditionnel et on les a exposés en équipe. Les rôles talents ont une importance fondamentale, bon, comme plein de rôles chez nous, mais parce que du moment qu'on a vraiment voulu centrer l'organisation sur l'humain, les rôles qui sont en charge de suivre l'humain chez nous, de l'accompagner dans ses formations, dans son état physique ou psychologique, sont déterminants. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rôles talents, au plus près de leur équipe, peuvent agir. Déjà, peuvent prendre des décisions, peuvent agir. J'ai pas besoin, si j'ai le rôle talent, d'aller parler avec beaucoup de monde pour augmenter un bénéfice ou un salaire si je considère qu'il faut que je le fasse. Donc, on pourra parler de salaire après si certains le veulent, mais ça c'est un large sujet. Et j'ai pas besoin non plus de demander 12 approbations pour faire un recrutement. Enfin, tout se passe au sein des équipes. Et puis, alors, ce qui est très intéressant chez nous, c'est que l'équipe talent qui est ici, alors avec 2 rôles spécifiques qui sont notre gestion administrative RH et notre gestion de la paye à nous, hein, évidemment. Mais ces rôles talents qui se réunissent ici ont beaucoup fait évoluer les stratégies en termes de salaire, les stratégies en termes de recrutement. On passe aujourd'hui 70% du temps des recrutements sur les valeurs. On a une page web sur laquelle doivent passer toutes les postulations et sur lesquelles on va poser des questions assez sympas aux gens, du style quels sont leurs super pouvoirs, quelles sont leurs valeurs fondamentales, puis comment ils les font matcher avec les valeurs de l'OICO. On leur demande de mettre des photos qui les représentent ou des trucs qu'ils trouvent sympas. Donc voilà, on a vraiment beaucoup fait évoluer ça pour faire matcher finalement les profils qui arrivaient chez nous avec notre culture d'entreprise et nos valeurs, quoi. Donc oui, ça a pas mal évolué. Ouais. Maintenant, il y a encore beaucoup de chantiers à mener, mais voilà, c'est normal. Super, merci. Ensuite, la question, c'est sur les chefs que tu viens d'évoquer, le fait que vous ayez scindé en fait en différents rôles. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui avait une position de manager, elle reprend ces 10 rôles, ce set de 10 rôles, ou bien est-ce qu'ils peuvent être répartis à plusieurs personnes et comment ça s'organise en fait pour Ah non, les alors le but de managers? tout ça, c'était surtout pas de mettre tout ça dans les mains d'une même personne. Enfin, nous, on est parti du principe qu'un des principaux problèmes des hiérarchies traditionnelles,
c'est qu'en fait, on mettait les gens à une place pour de mauvaises raisons, quoi. C'est que, en fait, la vision de la carrière dans une boîte traditionnelle, bah, c'est de monter les échelons. Et si vous ne montez pas les échelons, bah, c'est que vous échouez finalement. Donc, bah, on fait monter les échelons. Donc, bah, vous prenez des fois la recette d'équipe alors que vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Et on a tous vécu des chefs, ou, bah, je sais pas, prenons l'exemple d'un directeur financier. Bah, on a tous vécu des directeurs financiers qui étaient peut-être très bons pour la planification financière et les budgets, et puis des billes complètes pour l'idée des équipes, quoi. Donc, et qui font du coup beaucoup de mal dans leurs équipes. Donc, justement, le but, c'était de pouvoir éclater ces rôles pour qu'ils soient pris par des gens qui en avaient le talent. Mais je ne parle pas du rôle talent d'avant, hein, je parle le talent de pouvoir porter un rôle, quoi. Et aujourd'hui, on a même par constitution proscrit le fait de porter plusieurs rôles support au sein de la même équipe opération. Donc on a, enfin, je crois que c'est pas proscrit, mais c'est fortement limité. Et des fois, il y a des circonstances qui font que, mais bah, en général, si vous allez regarder dans un cercle opération, d'ailleurs, le pire d'homme, Loico, etc., il est ouvert, il est sur le web. Hein, pour ceux qui veulent s'amuser à les regarder, ils vont aller regarder sans problème pour un petit peu comment on est structuré, comment est-ce que les rôles sont définis. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je ne crois pas me tromper en disant on a peu de rôles dans une même équipe d'opération, donc support, qui sont dans les mains d'un même porteur de rôle, quoi. Merci. Alors oui, tu peux peut-être mettre le lien dans le chat. Je crois que tu l'as Ouais, copié. je vais regarder ça, ouais. Merci beaucoup. Alors, une question ensuite sur les différences. Tu disais que c'est la leucocratie parce que vous avez des différences avec l'holacratie. Quelles sont ces différences justement avec l'holacratie? Qu'est-ce que vous avez fait de différent ou en plus ou moins? Alors, les grosses différences, déjà, c'est enfin, les grosses différences, ce n'est pas forcément une, parce que l'holacratie ne dit pas ça, mais c'est qu'on a vraiment formalisé ces rôles obligatoires, 10 rôles support, qu'on a rendu obligatoires dans chacune des équipes. Donc, voilà, ça, c'est ancré dans notre constitution. Ensuite, et ça c'est un sacrilège pour les chantres de l'holacratie, c'est qu'on a fusionné premier lien et deuxième lien. Euh, Après, voilà, certaines personnes nous diront, ah, mais ça c'est dangereux évidemment pour le fait que certaines personnes puissent avoir trop d'influence sur un cercle de ce fait-là. Mais en fait, on les a fusionnés dans un rôle de coordinateur. Et ces coordinateurs, eux, ont des responsabilités qui sont des responsabilités qu'on pourrait, pour certaines, lier à un chef traditionnel. Mais pour nous, en fait, c'est le leadership nettoyé de tout ce qui n'est pas du leadership, finalement. Donc, voilà, donc nous, on l'a choisi comme ça. Ça se passe assez bien. Maintenant, il est évident que la bonne tenue du rôle par un coordinateur a encore un impact assez fort sur la performance de l'équipe et son évolution. Donc, c'est peut-être des choses qu'on fera évoluer encore par la suite, hein. Maintenant, c'est quelque chose qui nous convient assez bien et du coup, on fait pas de suivi des coordinateurs sur les questions de leadership. On considère que le leadership est important, reste important, que c'est intéressant d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a le souci de la raison d'être de l'équipe, qui puisse tirer les gens dans le sens de la raison d'être, mais par contre qui n'ait pas tous les pouvoirs d'un chef. C'est-à-dire que notre coordinateur, c'est pas lui qui peut engager, c'est pas lui qui peut décider un salaire, c'est pas lui qui peut attribuer un client, c'est pas lui qui peut valider des vacances, c'est pas lui qui peut faire les choix d'investissement en marketing, c'est pas lui qui peut organiser des événements internes, enfin bref, c'est pas lui qui décide des tarifs. Donc voilà, donc on a vraiment essayer de nettoyer ce rôle, on pourrait imaginer, de chef, si on veut, ou de lead d'équipe, de tout ce qui n'est pas pour nous du leadership. Voilà. Donc pour moi, c'est la différence majeure avec Holacracy. Enfin, ces deux différences. Et encore, la plus grosse, c'est la fusion des rôles de premier lien et de second lien au sein d'un même rôle. Vous avez gardé les réunions Et puis prévues par le... Ouais. on n'a pas, non. Non, ça, quand on a joué justement avec Holacracy, pour nous, c'était compliqué au niveau culture. Et donc, du coup, voilà, on ne s'est pas battu avec l'équipe. On a une équipe qu'on appelait TIL, hein, qui était formée des anciens chefs d'équipe. Non, c'est pas vrai, c'est pas des anciens chefs d'équipe, de l'ancienne direction, et puis d'un représentant par équipe qui avait été désigné par l'équipe et qui s'était formé à Holacracy. Et puis, suite à ces formations Holacracy, en fait, l'équipe a travaillé sur notre modèle. Puis, un des choix qui a été fait, c'est de laisser aux équipes le choix de l'organisation de leurs séances. Donc, on n'a pas du tout structuré les séances comme Holacracy le demande. Voilà, c'était un choix fait.
Et aujourd'hui, on est assez content de ce choix parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a des cultures assez différentes d'une équipe à l'autre, tant de par le métier. Donc, on a des gens de l'IT qui viennent tous du Scrum et donc du coup voilà, qui sont très très à l'aise avec certaines choses. Puis après, on a des gens qui sont plus de l'administration, comptabilité, assurance, etc., qui fonctionnent d'une autre manière, genre du marketing, qui eux sont dans un univers de création. On a des gens qui sont dans des régions différentes. Hein. On a des Suisses allemands et des Suisses romands. Donc c'est pour ça, voilà, on s'est dit, on laisse les équipes. Finalement, ça fait partie aussi de cette logique de confiance. On laisse les équipes fonctionner comme elles le souhaitent. Aujourd'hui, on est assez content de comment ça se passe finalement. Merci. Et du coup, vous avez une constitution quand même décrite qui reprend toutes vos règles, On a une votre façon de fonctionner. constitution décrite. Je vais juste vous montrer quelque chose parce que pour nous c'est assez important. C'est que finalement, si vous prenez ici, je mets l'écran 2, pardon. Voilà. Vous prenez ici notre outil de communication qui s'appelle Teams. J'imagine que beaucoup connaissent, hein, Que parce que c'est beaucoup l'outil. connaissent. Ouais. Ouais, il y a un poil de lag là. Je l'ai un peu stressé. Sur Teams, on a une section qui est organisation leucocratique, dans laquelle on va publier différentes publications sur les événements liés à ça et tout ça, d'accord. On a des vidéos qui expliquent ce que ça veut dire la leucocratie qu'on a tourné au début de notre aventure et qui permettent aux collaborateurs qui arrivent un petit peu de. Là, il faut que je me connecte parce que je suis dans mon environnement externe, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Et puis surtout, on a les fichiers qui intègrent la Constitution et puis on a le lien vers Peerdom. D'accord. Et la Constitution, ce qu'on a voulu faire, c'est la seule chose que j'aurais vous montrer là-dessus, moi je la trouve assez intéressante, c'est que donc ça, c'est voilà, à la disposition de tous. Les collaborateurs, en fait, la Constitution fait partie de leur contrat de travail aujourd'hui. Hein, donc, ils acceptent. Du coup, je vais me connecter. Je pense que c'est bon. Elle est accessible, cette constitution, ou c'est juste en interne? Oui, elle est accessible, celle-là. Elle est accessible. On a fait une news, je vous remettrai le lien aussi, mais Ouais, je... on a fait une news sur notre site web avec. On a une série d'articles qui s'appelle Road to l'oïcocratie en bon Ah, français. Et en fait, on a une quinzaine d'articles, dont un s'appelle Constitution. Et puis là, on a mis le link vers la Constitution. Mais nous, ce qu'on a profité de la Constitution, c'est vraiment faire un document fondateur dans lequel il y avait tout ce qui nous caractérise, tout ce qui fait l'OICO. Donc, je ne vais pas trop dans les détails, mais d'abord, on décrit notre identité, donc notre passion, notre raison d'être, notre vision, notre mission, nos valeurs, notre credo, etc. etc. Donc, on profite d'intégrer ça à la Constitution. D'accord. Ensuite, on a nos valeurs et nos réflexes. Ok. Donc là aussi, vous pourrez aller voir ça, mais c'est juste pour vous dire qu'on a, voilà, nos valeurs, c'est nos plaisirs, c'est le plaisir, et puis les réflexes sont ceux-là. Donc, comment est-ce que j'incarne ça sur le terrain? Après, on va avoir la charte d'interdépendance. Donc ça, c'est la charte qu'on a signée de la communauté Bicorp, donc qui dit que bon, on veut créer un nouveau secteur de l'économie plus durable, plus responsable, dans lequel on est interdépendant et pas dépendant les uns des autres. Et en fait, le fait que chaque collaborateur soit signataire de par leur contrat de travail de la charte fait qu'ils sont également signataires de la charte Bicorp quand ils arrivent chez Loico. Donc chacun essaye à son niveau d'avoir un meilleur impact sur les gens, sur l'environnement. Et puis après, on décrit la performance, et ça c'est hyper important pour nous, c'est que quand on a créé Loico, on s'est dit qu'on voulait une performance différente. Et cette performance, c'est les 5 axes, en l'occurrence de Bicorp, hein, mais on l'a décrit. Donc, qu'est-ce que veut dire la performance chez Loico? La performance, d'abord, il y a l'axe client, qui est l'axe un peu traditionnel, donc satisfaction client, rétention, chiffre d'affaires et tout ça. Mais il y a tous les autres axes Bicorp, qui sont notamment tout ce qui est satisfaction des collaborateurs, tout ce qui est impact sur la collectivité, tout ce qui est impact sur l'environnement. Et pour nous, c'est aussi important d'avoir un impact sur l'environnement qui soit bon que d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc ça va très loin finalement, cette vision de la performance. Et quand on parlait du sens qu'on donnait à ce qu'on fait, pour vous dire, depuis le début, nos conseils d'administration a un reporting sur ces 5 axes. Et nous, on n'a pas, voilà, on n'a pas de jugement de valeur finalement entre ces 5 axes. On veut être bon sur les 5. Et évidemment que si vous êtes bon sur ces 5 axes, vous ne pouvez pas avoir un axe qui est tout en haut. S'il est tout en haut, c'est-à-dire que les 4 autres ne peuvent pas être tout en haut. Donc, je parle de l'axe évidemment plus traditionnel du client et du profit. Quoi. D'accord. Après, on décrit, alors ça, je ne passe pas les détails, ça, c'est comment est-ce qu'on voit le leadership chez nous. Okay. Et là, après, on décrit comme une charte, enfin, comme la constitution leucocratique, on explique les règles de la leucocratie avec notre gouvernance, quel est le lien entre le cercle des actionnaires,
le conseil d'administration et les cercles support et opérations, quelles sont leurs raisons d'être, quelles sont leurs responsabilités, leur composition et tout ça. Donc ça, pour nous, c'était hyper important de le définir. Puis après, toutes les règles de fonctionnement. Et ça, c'est tiré beaucoup de la constitution holacratique, évidemment. Et puis un dernier truc que je vais vous montrer, je trouve assez marrant et sympa, j'arrête là, mais on a défini ce qu'on appelle une jurisprudence leucocratique, parce que souvent des questions sont venues des porteurs de rôle en disant mais est-ce que c'est vraiment moi qui dois prendre cette décision, et ça, et puis du coup on a pris les principales décisions puis on les a formalisées dans une jurisprudence. Et je vous donne juste un exemple de formalisation, par exemple le cycle de vie du leucomète. Par exemple, je sais pas, voilà, qui valide le déplacement d'un leucomète dans un autre bureau? J'aime bien celle-là parce que c'est la première question qu'on s'est posée, parce que le premier jour, quand on a supprimé la direction au mois de mai 2018, je crois, 3 jours après, on a un collègue qui est venu vers moi puis il m'a dit ouais, est-ce que j'ai le droit d'aller travailler à Lausanne? Il travaillait à Genève. Puis on a réfléchi, on a dit mais qui c'est qui prend cette décision, qui a l'autorité? Et finalement, vu que les leucomètes sont fondamentalement libres, alors c'est dans une autre section de notre constitution, en fait, l'autorité d'aller bosser dans un autre bureau, c'est le leucomètre lui-même. Donc, en fait, si vous voulez travailler à Lausanne, personne ne peut vous dire le contraire. Donc, vous choisissez. Par contre, il y a ce qu'on appelle des rôles impactés. Et plus haut dans notre constitution, on dit que pour prendre une décision, il y a 2 étapes principales. La première étape, c'est me demander si j'ai l'autorité. Donc ça, il faut que j'aille voir dans l'Empire d'Homme idéalement, etc. Et puis la deuxième chose, c'est quels sont les rôles impactés par ma décision. Et puis aller leur poser la question de leur perception sur la décision que je suis en train de prendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens avaient besoin, pour certains types de décisions, qu'on leur reprécise quels étaient les rôles impactés. Et en fait, là, c'est intéressant parce que pour cette réponse, pour cette question-là, l'autorité, c'est le leucomètre, ça veut dire que c'est moi qui décide. Par contre, il faut que j'aille poser la question au rôle talent parce qu'il y a un changement de contrat de travail, mais le rôle talent, lui, il va juste dire bon, chouette, je vais changer ton contrat de travail. Il y a planification, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a un besoin d'avoir une présence physique à Genève, il faut qu'on s'organise. Il y a logistique, parce qu'il du lieu de destination, il faut qu'il y ait une place de travail à Lausanne, c'est logique. Maintenant, le rôle impacté, il va juste vous donner son avis. C'est-à-dire que si les 3 rôles disent ton truc c'est une connerie, mais que le comète veut le faire quand même, là en l'occurrence c'est l'autorité, il peut le faire. Non, est-ce qu'il va le faire? Je pense pas, parce qu'on considère que les gens ils sont majeurs et vaccinés, on leur fait confiance. Et en fait, ce qui va se passer a priori, c'est que s'il y a un de ces rôles impactés qui dit que c'est une mauvaise idée parce que, très certainement qu'il y aura des discussions sur, par exemple, un truc très, très terrain, mais il faut qu'on achète un bureau puis qu'on le mette à Lausanne, ça prend du temps, donc voilà. Donc voilà, ça sera certainement peut-être un décalage d'addition dans le temps, mais donc je trouve intéressant de montrer ça parce que pour nous, c'est un truc qui est venu complètement après, hein, c'est venu dans la version 3, je crois, de, de notre constitution. Mais aujourd'hui, on s'y réfère assez souvent, puis on l'a fait assez souvent évoluer, et ça permet aussi une égalité de traitement dans les décisions importantes. Merci, c'est super, vous avez fait un vrai travail. J'ai retrouvé le lien, du coup je l'ai mis dans le chat Ah bravo, pendant super. que tu parlais comme ça. Ce sera plus facile. Il y a une question, ce sera peut-être la dernière à propos de votre raison d'être. C'est quoi votre raison d'être? Je l'ai vu défiler, mais j'ai pas noté. Et est-ce que cette raison d'être a été porteuse en période de crise? Est-ce qu'il y a eu un vrai impact? Et puis, est-ce que vous l'avez fait évoluer depuis 2018? Alors depuis 2018, pas. Donc la raison d'être de tout l'OICO, hein. Oui, La raison oui, oui. d'être de tout l'OICO, c'est vraiment de soulager, de soutenir les organisations dans leur gestion pour les rendre plus performantes, et puis d'avoir un impact favorable sur le monde. Donc ça, c'est en gros notre raison d'être formalisée, enfin citée de tête. Et puis après, chaque équipe a sa raison d'être qui est déroulée évidemment de la raison d'être de l'OICO. Elle n'a pas changé pour l'instant, non. Elle n'a pas changé pour l'instant. On a tout un travail qui est en train d'être fait sur les raisons d'être, sur l'alignement, qui se fait un petit peu dans le temps. Voilà, on a tout un travail qu'on appelle aussi de fil rouge. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les fils rouges, mais c'est la réflexion stratégique. C'est qu'en fait, nous, on a une réflexion stratégique qui se fait, comme on l'appelle, en nuée d'oiseaux, plutôt qu'en top-down. Ça veut dire que chaque équipe définit, en fonction de la raison d'être, des fils rouges stratégiques, c'est-à-dire les 4, 5, 6 chantiers, appelez comme vous voulez, hein, ou objectifs. C'est surtout des états attendus à moyen terme. Et puis les équipes les communiquent aux autres.
Et puis, les autres s'adaptent comme dans une nuée d'oiseaux, quoi. Ça veut dire que, et j'ai un exemple que je cite souvent, moi, qui m'avait marqué, c'est que notamment lors d'un de ces exercices, il y a notre équipe innovation qui a dit, écoutez, nous, dans 5 ans, on aura 40%, enfin, on compte à ce que 40% des tâches assumées aujourd'hui par les gens soient faites par des robots. Parce que voilà, on a beaucoup de gestion de salaire, de comptabilité, etc. Et puis donc du coup, l'équipe talent s'est dit si dans 5 ans il y a 40% des tâches faites par les talents, par les robots, il y a 40% des collaborateurs qui ont plus de job. Donc ça veut dire qu'il faut que on fasse ce qu'on appelle du reskilling, c'est-à-dire des projets de définition des métiers du futur, de définition des skills nécessaires pour les métiers du futur, et puis de définition du gap entre les skills actuels et les skills du futur et des chemins de formation pour y arriver. Voilà. Donc, du coup, c'est l'équipe innovation qui a sorti un fil rouge, puis l'équipe talent a dit en fonction de ce fil rouge, moi, il faut que je crée aussi un fil rouge, parce que sinon, je vais avoir 40% des collègues dont je ne vais pas savoir quoi faire dans 5 ans, en sachant évidemment que pour nous, le licenciement lié à l'évolution de business model est exclu du fait de nos engagements Bicorp, parce que pour imaginer que sur le pilier people, ça serait vraiment catastrophique. Donc, il faut qu'on trouve du job pour ces gens, pour ces collègues. Et donc, il faut qu'on fasse évoluer leurs skills en conséquence, en sachant qu'évidemment, il y a peut-être des gens qui n'arriveront pas à le faire, mais on fera un maximum pour qu'ils y arrivent. Merci beaucoup, Christophe. On arrive à la fin de l'heure. C'est passé vite, c'était très riche. C'est la fin de la série. C'est toi qui clôt notre super série de webinaires. C'est un honneur, merci. On aura d'autres webinaires de planifier. Du coup, le prochain sera le 2 juin. Là, on se laisse une petite pause. Ce sera avec Alexandre Gauthier de Tebicom SA, qui est une entreprise aussi en Suisse romande. Si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin sur l'holacratie, donc vous avez plusieurs pistes. On fait des formations 360 degrés holacratie. Le 2 juillet, on en refait une en ligne, puisqu'il y a une actuellement qui se passe en ligne. Et puis, on intervient à Bruxelles, Genève et Paris d'ici la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien. Il me semble aussi, je ne sais pas si vous avez un parcours Loico où on peut venir visiter vos locaux, en tout cas venir vous voir. Sans problème. Ouais, j'imagine que vous êtes aussi en mode vitrine. Je dis ça pour les Suisses qui sont présents si vous êtes curieux. Aucun problème. C'est des expériences que vous pouvez faire. Et puis, si vous souhaitez être accompagné vers le management constitutionnel, holacratie ou holacratie adaptée, on a des parcours aussi qu'on peut faire avec les dirigeants à distance ou en présentiel. Voilà, on s'adapte aussi au confinement. Du coup, pour terminer, Christophe, je te propose un petit tour de clôture en quelques mots sur ton expérience de ce webinaire, tes apprentissages et te laisser le mot de la fin. Bon, alors j'ai vu un peu échanger avec les autres participants, donc j'ai malheureusement pas appris suffisamment d'eux. C'est toujours intéressant de partager son expérience, ça permet aussi des fois de se structurer sa façon de penser. Chaque fois que je fais une présentation de ce type-là, je me pose des questions sur le contenu de ce que je présente, sur comment est-ce qu'on pourrait le faire évoluer. Donc j'ai un rôle au sein de la holacratie de faire évoluer la gouvernance. Pour moi, c'est un de mes rôles les plus importants. Et donc, le fait de faire ces présentations me permet, moi, de mieux assumer ce rôle en intellectualisant au mieux à chaque fois ce que je suis en train de présenter. Donc, c'est chaque fois un plaisir de le faire. Je te remercie, Margot, pour tes questions qui étaient sympas et pertinentes. Et puis, surtout, je souhaite à tout le monde pleine santé. Relevez-vous bien de tout ça. Et puis vivez plus simplement après la crise qu'avant. Je pense qu'on en a tous besoin, notre monde en a besoin. Et puis même nos entreprises, souvent je suis en lien, j'ai des liens avec le monde politique de par mes engagements, notamment avec la Fédération romande des consommateurs et les liens avec nos conseillers fédéraux, donc qui sont nos 7 présidents suisses. Et je vois un changement ces derniers temps, même de gens très très ancrés dans certains milieux économiques, un changement de perception. Et je pense que c'est le bon moment, si vous êtes convaincu qu'il faut changer, de pousser pour que le changement se fasse. Donc allons-y, parce qu'on n'a pas 3 planètes. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde alors. Super, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Christophe. Portez-vous bien, merci beaucoup.